Bonsoir à tous, bonsoir, soyez les bienvenus dans iWeek, toute l'actu Apple en live, vous êtes sur Watch, vous y êtes bien. On est mercredi, il est 20h et on est ensemble pour une heure de direct autour de l'écosystème Apple. Je ne suis pas tout seul, rassurez-vous, vous les connaissez, ce sont mes copains du mercredi, en tout cas une partie d'entre eux. Et je suis très heureux de vous retrouver après une petite semaine de break. Je vous raconterai pourquoi dans quelques instants. Alors je vais tout de suite me tourner vers mes complices du mercredi et d'abord direction la Côte d'Azur pour saluer Ellie. Mais qu'est-ce que tu fais, Ellie? C'est le monde des effets spéciaux. Oui, c'est le monde de Nemo un peu là. Bah écoute, comme disait Guillaume, on a retrouvé les effets spéciaux qu'on avait il y a 10 ans, dans Photobooth, et maintenant, en fait, c'est une petite appli qui permet de rajouter des effets, il y en a plein. Oh, tu nous en remets un petit là? Vas-y, allez. Ah bah écoutez, allez. Vous voulez, par exemple, allez, je vais vous mettre un peu des extraterrestres, regardez. Ah, ça te va très bien. Super Ellie, ravi de te retrouver pour un nouveau numéro d'iWeek, le numéro 8 de cette saison 5. Super Mario est avec nous aussi, salut Guillaume. Ah, t'as pas rouvert ton micro. Ah, pour toi la punition du mercredi. Ouais, t'as pas rouvert ton micro. Non, on t'entend toujours pas. Alors. Oui, bien joué. Comment va Mario? Le bouton. Comment va Mario? Ça peut être bien, j'ai ma nouvelle aventure qui arrive dans moins 28 heures. Ah, très bien. C'est quoi ta nouvelle aventure? Super Mario Odyssey. Oh yeah. Bon. Yeah, ça va être formidable, le jeu de l'année. Bon, t'es comme un fou, tu dors plus là déjà, ça y est? C'est déjà en pré-téléchargement sur la Switch et on attend avec impatience de pouvoir y jouer vendredi à minuit pile. Ouais, bon, t'es un grand fan de Nintendo et notamment de Mario. Hein. Depuis très longtemps, enfin depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant que je suis dans Nintendo. Ouais. Et accessoirement un peu de Dark Vador, de Star Wars comme on l'a vu parfois. Des trucs super sympa. Bon, salut Guillaume, c'est super d'être avec toi à nouveau pour ce nouveau numéro de Mario. Et puis il y a une autre actu qui nous intéresse aussi, hein, c'est évidemment l'arrivée de l'iPhone 10, on va en parler avec vous dans un instant. Et puis il est là lui aussi, fidèle au poste. C'est l'un des derniers venus dans la bande, mais l'un des fidèles aussi. Salut François. Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Moi je fais soft ce soir, j'ai ni déguisement ni effets spéciaux, juste moi. Ouais, t'as même pas tes boucles d'oreilles, t'as juste des écouteurs normaux. Non, parce qu'on m'a dit qu'on entendait moins bien avec les oreillettes Apple, donc du coup je suis repassé au casque filaire. Ah, écoute, j'avais pas forcément remarqué, mais ce serait intéressant de faire la comparaison, tiens, un jour. À voir. Un jour, peut-être la prochaine fois. Aux téléspectateurs de nous dire. Bon, exactement, vous nous direz la prochaine fois, on vous demandera de juger de cette éventuelle différence avec nous. On laissera le temps à François de s'organiser pour pouvoir faire le test. Alors, je vais vous saluer, vous qui êtes en train de vous connecter sur Twitter avec le hashtag iWeekTV, vous connaissez le principe. Bonsoir à Christophe, qui n'est pas à la bourre pour une fois. Bah écoute, on est content pour toi, tu vas pouvoir t'installer bien tranquillement et passer cette heure, on espère, avec nous. Bonsoir à Joël qui a changé sa photo de profil. Très début du siècle, Joël, ce soir. Salut à Stoff Mac, qui aime beaucoup ton chapeau, Guillaume, qui aime beaucoup le chapeau de Luigi. Tu vois, Alors, c'est pas Luigi, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah bon, c'est pas Luigi? Mais non. Ah bah non, c'est Mario, justement. Ah là, faut tout leur apprendre. Hein, bah oui. Bon, mais en tout cas, c'était bien essayé, bien tenté, Stoff, hein, de la référence un peu précise. Salut à Fabien Rochet qui nous dit hello la team. Jérôme est là aussi, Derdermotus. Bonsoir les amis. Tiens, un petit souci apparemment sur une box. Mohamed ne nous voit pas sur sa box. Il faut dire qu'on a eu des petits soucis on a des petits soucis allez, je vais tout vous dire. On a des gros soucis de diffusion depuis quelques jours. Alors on a un peu galéré, mais on a enfin trouvé la source du problème. Ça devrait être réglé demain définitivement, mais c'est vrai que ça a été compliqué. En plus, comme vous le savez, j'étais pas là. Enfin, c'était un peu compliqué. Normalement, demain, ce sera réglé.
J'espère que pour Mohamed aussi ce sera réglé. Thierry Sainton est dans les parages. Salut Thierry, merci d'être là. Shinji, bah oui Shinji bien sûr, 20h30 c'était exceptionnel. On retrouve notre horaire habituel à 20h. Et puis François Le Truedi qui est là aussi, mais il est là en vrai avec nous. Et donc très très heureux de passer cette heure avec vous. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a au moins 2 parmi vous qui êtes dans les starting blocks. Je crois qu'il se passe quelque chose dans quelques jours, dans une semaine, hein, pour être plus précis. François, toi, t'es gravement atteint. Ça y est, t'as déjà tous les accessoires. Eh oui, hélas. Là, on est prêt, on est dans les starting blocks pour vendredi matin. On va faire nos geeks, on va se faire une petite folie, la folie de l'année. Et puis voilà, en espérant, en croisant les doigts, parce qu'à mon avis, ça risque d'être très très compliqué. Et à mon avis, on sera peu nombreux, il n'y aura pas grand monde à l'avoir vraiment le jour de sa sortie, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, en particulier avec Ellie, qui aura peut-être plus d'infos à nous donner. Mais... Alors bon, on ne l'a pas encore cité, mais tu parles évidemment de l'iPhone 10. C'est ça. Ouais, donc, alors, on va consacrer une partie de l'émission à cette phase préparatoire avant la sortie. Alors on commence par quoi? Parce qu'il y a plein de sujets autour de l'iPhone 10. D'abord, est-ce que vous l'avez précommandé? C'est quoi votre stratégie personnelle déjà? Ellie, peut-être, on commence par toi. Ah, écoute, moi j'ai l'habitude de précommander les produits Apple lorsque je ne les distribue pas moi-même, mais là, je suis obligé de faire confiance à Apple puisque... Du coup, je dois en avoir en vente. Et donc, le mien fera partie, je l'espère, de ces produits qui vont arriver. D'accord. Et j'ai d'ailleurs des infos. Ah. Donc là, et oui, je me connecte directement. Regardez, à la source. Voilà. Là, je suis connecté. Avec Dieu, et oui. Donc, et voilà. Et donc, je peux vous dire que les iPhone 10 sont en Europe. Ils sont même en Hollande, dans les entrepôts Apple. Oh. Ils sont arrivés. Ils sont là. C'est officiel. On ne sait pas combien. Ah ouais, c'était ma question. 3. Oui. C'est ça. Ah oui, Mario. Là, les stocks sont un peu réduits. C'est les US d'abord. Et voilà, donc il y a 3 iPhones dispo. Bon, il va falloir se battre un petit peu pour les précommander la semaine prochaine. C'est ça. Vendredi matin. Donc soyez vraiment au taquet. Hein, vendredi, mais s'il y en a 2. Donc Ellie, tu dis qu'ils sont arrivés, donc ils sont prêts à être acheminés en France dans les points de vente, dont les Apple Premium Reseller, alors? Absolument. Ouais. Oui, parce qu'en fait, comme vous le savez peut-être, les iPhones sont les seuls produits Apple qui sont en distribution totalement indirecte, 100% indirecte. C'est-à-dire que personne ne peut acheter d'iPhone chez Apple, ni Orange, ni une grosse surface commerciale, ni un petit APR. Donc tout le monde achète chez des grossistes. Des grossistes certifiés pour avoir un iPhone, il y en a 2. Et donc Apple, à partir de ces entrepôts hollandais, doit livrer évidemment les Apple Store, et aussi ces 2 grossistes. Et ces 2 grossistes doivent nous livrer ces iPhones à temps pour le lancement du 3. En sachant que c'est très compliqué parce que normalement, personne ne peut précommander d'iPhone avant vendredi matin 9h01. Donc les clients ne peuvent pas précommander en ligne, mais normalement, nos clients ne peuvent pas précommander chez nous. Et normalement aussi, nous ne pouvons pas précommander chez les grossistes. Ouais, donc comment tu fais pour les avoir, toi, au moment où tu devrais les commander, en fait? Oh bah, c'est débrouillé. Hein. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire quoi? On n'a pas officiellement le droit de précommander, et les grossistes, comme nous n'avons pas le droit de prendre de commande avant vendredi, de commande, hein. Maintenant, des gens qui nous disent on veut un iPhone, je m'appelle Jules, je veux un iPhone, ah bah ok, on t'appellera vendredi matin. Pour prendre la commande ferme. Mais on note sur une liste qu'il y a des gens qui en veulent. Ouais. Et donc les grossistes font pareil. Évidemment, on ne peut pas leur passer de commande avant vendredi. Mais ils nous interrogent quand même en disant « Mais vous en voulez un peu, beaucoup, de quelle couleur ?» On discute entre nous, quoi. Donc, bon, voilà. Bon. Donc ça va bien se passer, tout dépend d'Apple, tout dépend de combien ils en ont et tout dépend de combien ils nous en livrent. En tout cas, la plupart des APR que je connais ont joué le jeu et nous avons commandé des volumes, mais vraiment ahurissants d'iPhone 10 parce que quand vous voyez le prix d'un appareil et la petite marge qu'on a dessus, c'est-à-dire que si on en commande plusieurs centaines, ce qui est notre cas, mais vraiment plusieurs centaines, tu imagines le chèque qu'on fait ou le virement, puisque bah oui. dans un virement,
qu'on fait pour recevoir ces produits. C'est un truc qui te pompe la trésorerie du trimestre en 1 heure, par exemple. Mais ta commande a été acceptée, enfin honorée, ou va être honorée, tu sais ça? Ma commande va être enregistrée évidemment vendredi à 9h. Elle est dans l'hyperespace, c'est-à-dire qu'elle n'est plus chez nous, mais elle n'est pas officiellement... Ouais. mais bon, à 9h, elle sera. Hein. Donc, Apple va nous livrer certainement une partie de cette commande. Je n'ai malheureusement pas un grand espoir qu'ils nous livrent une bonne partie, mais si c'était le cas, ça serait un grand bonheur pour tout le monde. D'accord. Donc, toi, tu mises sur le succès de l'iPhone X? Je pense qu'il y a des gens qui le veulent absolument et des gens qui veulent venir le voir pour se faire une idée, pour voir si ça vaut vraiment la différence de prix. Et une fois qu'ils l'auront vu, ils diront ok, je confirme la commande, ou alors je vais plutôt prendre un 8. Et après, on a un sujet sur est-ce que l'iPhone 8 se vend ou se vend pas. En fait, il se vend pas mal, mais il se vend, comme nous l'avions dit le jour de la keynote, tant que les gens n'auront pas vu l'iPhone 10, il y en a qui hésitent et qui attendent. Eh oui. Donc il y aura une sorte de deuxième lancement à partir du 3. Bon, ok. Alors je pose la même question du coup à François à propos de sa commande. Enfin, comment est-ce que tu comptes l'obtenir, François, toi? Moi, je vais faire comme nos spectateurs. Je sais qu'il y a Shinji en particulier qui a dit qu'il allait le commander. Je pense qu'à 9h01, je vais être sur mon iPad et attendre patiemment que l'Apple Store rouvre pour pouvoir le commander sur l'application Apple Store sur l'iPad, parce que normalement, la plupart du temps, l'application sur l'iPad ou sur l'iPhone se relance plus vite. Et puis on va croiser les doigts en espérant que le modèle que je vais choisir sera un peu moins demandé et que du coup il sera disponible. Bon, écoute, on va suivre ça évidemment avec vous. Alors, je confirme juste un petit truc. Oui, ouais. François a tout à fait raison. Si vous voulez avoir plus de chances d'avoir votre iPhone, prenez l'application native sur votre iPhone ou sur votre iPad. Moi, j'ai déjà testé sur je ne sais plus quelle commande, je ne sais plus quel iPhone il y a quelques temps, où le site web était à la ramasse et en fait par l'application ça passait nickel, quoi. Et je m'excitais sur Twitter en râlant en disant j'arrive pas à commander. Et en fait, quelqu'un m'a dit prends l'application iPad, tu verras, iOS ça va mieux. Et effectivement, à partir de l'application Apple Store, en 30 secondes, c'était torché, quoi. Donc, prenez plutôt l'application native. Ouais. Oui, François, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs. D'abord François, puis on revient vers toi, Elie. Non, le petit conseil, c'est de bien penser à préenregistrer sa carte bancaire et puis son adresse pour vraiment aller le plus rapidement possible. Elie avait retweeté en début de semaine un article justement sur les petits conseils, comment réussir à commander. Maintenant, le problème, c'est que si tout le monde utilise les petits conseils, il y en aura quand même des déçus. C'est le problème des petits chemins cachés c'est ça. Pour des petits raccourcis qu'on utilise, et puis en fait si on les donne, et après tout le monde les utilise et après on est dans la daube. Voilà. Oui, mais quand même, je pense. Faites pas ça, prenez le site web Apple, il sera génial, vous allez voir. Alors il y a un raccourci sur le site Microsoft.com aussi si vous l'essayez. Normalement vous avez un petit raccourci. C'est pas gentil ça, c'est pas vrai, l'écoutez pas. Il va vous envoyer sur le site de Nintendo bientôt, Guillaume. Voilà, sur nintendo.fr et vous achetez une Switch avec Super Mario Odyssey. Et vous pouvez avoir la possibilité d'acheter un iPhone plus rapidement. En tout cas, un petit point, ça prouve que certains sites web et certains journalistes regardent iWeek, et on n'en doutait pas, parce qu'en fait, ces conseils, on les avait donnés, si vous vous rappelez bien, lors de la sortie de l'Apple Watch. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et effectivement, enregistrer sa carte, son adresse, mais surtout mettre la configuration d'iPhone que vous voulez en favori, de façon à ce que dès que le site ouvre et avant qu'il tombe, vous faites favori panier commandé, carte enregistrée, adresse de livraison enregistrée, c'est parti. Ouais. Donc n'oubliez pas de l'enregistrer, votre config en favori, c'est très important. Et comme ça fait des années qu'on l'a testé et que ça marche, il faut le faire. Hein. Voilà, bon, si vous voulez commander, vraiment être parmi les premiers, voilà comment on vous conseille de faire. Joël vous demande, alors juste avant dans le message de Joël, je suis un petit peu la situation de Mohamed qui m'inquiète parce qu'apparemment il n'arrive pas à nous voir quel que soit le moyen qu'il utilise. Confirmez-nous que vous arrivez à nous regarder parce que... Il n'y a pas de live sur Facebook, sur le site web Watch TV, il n'y a pas de live. Hein. Ouais, bon, ça c'est bizarre. Alors c'est peut-être, comme on passe par Dailymotion, il y a peut-être un souci vers l'envoi Dailymotion. Normalement, ça devrait pas être problématique partout. Si c'est problématique partout, c'est vraiment embêtant. Dans ce cas-là, tenez-nous au courant. Je reviens sur donc l'iPhone 10. Joël demande, mais ça je sais pas si on peut le savoir, quelle est la configuration la plus demandée? Et quelle est celle que vous avez, quelle est celle que vous souhaitez en tout cas l'un et l'autre? François? Vas-y.
Moi, je vais partir sur le modèle argent. Enfin, je sais plus l'intitulé exact, en 256 Go, parce que quitte à claquer 1200 ou 1300 euros, t'en prendre la config et puis être tranquille pendant les 2-3 ans qui viennent. Allez, en étant optimiste, parce que je me connais. Ellie, j'ose pas te poser la question, mais... Si, mais c'est un vrai débat, hein, parce que d'abord, il sera gris sidéral, parce que moi, j'aime beaucoup le gris sidéral dans les iPhones, mais vraiment, j'hésite jusqu'à la dernière minute. Bien sûr, j'aimerais avoir le 256. Je me dis, est-ce que c'est raisonnable? Mais ouais, je pense que je vais prendre un 256. Hein. Je me connais aussi. Donc, oui. Après, tout dépend des usages. Si vous dites je suis un peu raisonnable et je veux utiliser tout ce qui est partie photo et tout ça de façon raisonnée, on va dire, vous pouvez tenter un 64 Go, vous risquez d'atteindre ses limites à un moment, mais c'est moins pénible que lorsque Apple vendait encore des iPhones avec 16 Go il y a moins de 2 ans, quoi. Donc ça reste quand même une config, ça reste une bonne config, d'accord, sur 4 Go, on s'en contentait encore il y a peu. Maintenant, le problème, c'est si vous vous dites tiens, je vais faire de la vidéo en 1080p 60 images secondes, enfin 4K maintenant, je sais plus ce qu'il fait, enfin il fait des trucs de folie. Là, vous allez avoir un problème de stockage très rapide. Donc même si vous dites je vais en stocker une partie sur iCloud, je vais mettre une partie sur Dropbox, etc. Vous allez très rapidement vous heurter au problème du stockage. Et là où 128 est un bon moyen, enfin je pense c'est raisonnable. Enfin 128 c'est une très bonne capacité pour un Apple. Hors vidéo. Si vous pensez vraiment utiliser l'iPhone pour faire des vidéos de longue durée, là vous n'avez pas le choix. Vous tapez direct dans le 256, voire vous le dessoudez, vous mettez une puce 512. Non, c'est pas vrai, vous pouvez pas. Mais vous allez forcément en tout cas devoir passer par la case 256, c'est évident. Moi je suis toujours partisan de la plus grosse capacité parce que je me dis le plus dur c'est d'acheter l'appareil en lui-même en fait. Le supplément de capacité, on va dire, est relativement modéré en surcoût, on va dire. Le plus gros, le plus difficile c'est d'acheter l'iPhone de base et après... il faut toujours penser aux besoins qu'on n'a pas encore, en fait. Il faut toujours penser aux besoins qu'on n'a pas encore, et si on le fait pas, on se retrouve forcément limité un jour ou l'autre. Donc, après, la question, c'est si je veux revendre mon appareil dans 1 an ou dans 2 ans, qu'est-ce qui m'apportera le plus de value? Il est évident qu'avec un appareil avec plus de capacité, vous le revendrez beaucoup plus facilement dans 1 an ou 2 que si vous avez un appareil de petite capacité. Ça, c'est sûr et certain. Si par contre, votre objectif, c'est de dire, de toute façon, dans 1 an, je change, vous pouvez partir sur 64 Go si vous savez que vous allez être raisonnable sur l'utilisation et qu'aujourd'hui, par exemple, moi je vois, il y a beaucoup de gens qui disent je prends un 64 Go. En réalité, on voit que, à part la partie photo, la plupart du temps, les usages sont assez raisonnés en termes de téléchargement d'app et autres. Donc, on arrive à avoir une utilisation plutôt... on a moins les problèmes qu'on avait il y a quelques années où les gens régulièrement venaient et puis vous disaient « Ah, mon iPhone est saturé ». Ça, je le vois beaucoup moins aujourd'hui. On voit sur la partie iCloud parce que les gens se disent « Ah, bah, j'ai pas investir dans un... » Vous vous rendez compte, j'ai investi 1200 € dans un téléphone, j'ai pas en plus payé 1 € par mois pour avoir 50 Go de stockage iCloud. Bref. Et donc, du coup, mais c'est évident, voilà, on a moins de soucis que il y a 2-3 ans où Apple vous vendait un téléphone avec 16 Go et débrouillez-vous avec ça. Et l'appareil était inutilisable au bout de 2 mises à jour, quoi. Ellie ? Ouais, le problème, si tu veux, c'est que Apple, cette fois-ci, et malheureusement, on n'arrivera pas à les faire changer d'avis, ils n'ont pas joué le coup 128 pour un appareil premium et anniversaire. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent 128 et 256, comme l'iPhone Jet Black était uniquement 128 et au-delà, l'iPhone 7, ou l'iPhone 7 Red. Ellie, 128, ça aurait été toi parfait. qui es depuis 20 ans dans le monde d'Apple, tu sais que la force d'Apple, c'est sa segmentation qui te pousse à acheter le modèle avec le plus grande capacité, évidemment. Ils ont fait ça depuis des années, ils ont toujours fait en sorte que quand tu as un appareil, tu te dis « Ah, j'hésite entre les deux », ils vont forcément te pousser à aller acheter l'appareil avec la plus haute capacité parce que la différence de tarif finalement est pas trop élevée et ils vont te faire pousser vers le plus haut de gamme, forcément. Donc s'ils avaient mis que 128, il y avait un risque énorme qu'effectivement les gens se disent ouais 128 c'est largement suffisant, je vais pas acheter le 256. Et là en termes de marge, c'est beaucoup moins intéressant pour eux. Ellie ? Apple n'est pas une entreprise à but lucratif. T'as remarqué ? Je vais vous apprendre un truc. T'as remarqué aussi. Ça paraît incroyable, mais Apple est là pour se faire de l'argent. Et curieusement, c'est une société qui arrive très bien. Demandez-vous pourquoi. Bon, apparemment, vous avez des problèmes pour nous regarder ce soir. Alors désolé, on va arranger ça évidemment dès que possible. Shinji apparemment a lui aussi des problèmes. Alors il est peut-être c'est peut-être un problème lié à un opérateur. On va voir ça dans les meilleurs délais. Désolé. Checker sur. Alors oui, si Dailymotion est impacté, l'appli doit pas non plus relayer. Doit pas y avoir beaucoup de moyens de nous regarder du coup. Je suis vraiment désolé. Facebook.
Facebook Live. Alors Facebook Live tourne normalement, donc vous avez Facebook, c'est vrai. Tweetez-le pour Mohamed et pour ceux qui... Je suis pas sûr, là je suis sur la page Watch TV de Facebook et je vois même pas le flux en live. Alors les lives sont pas forcément faciles à trouver sur Facebook, faut aller dans vidéo, faut un petit peu chercher. Ouais. Mais j'espère qu'il y a... Enfin, si vous nous répondez, c'est que certains d'entre vous nous voient, ce qui est quand même rassurant. Sinon, on aurait aucun message. Donc, je pense qu'il y a quand même certains d'entre vous qui nous voient. Mais voilà, les problèmes que j'évoquais sont donc toujours malheureusement en cours. Ça devrait être réglé demain. Donc voilà, je vous conseille de vous reporter sur le replay si vous êtes privé de l'émission. On va tweeter tout ça pour vous tenir au courant et puis ce sera réglé dans les heures qui viennent, évidemment. Vous qui êtes avec nous et qui avez la chance de nous voir, est-ce que certains d'entre vous ont commandé un iPhone 10 et... Bah non, commandé, qu'est-ce que je dis ? Pardon, c'est vendredi. Vont commander un iPhone 10. Je vois que Christophe Péchavik nous dit, d'ailleurs il peut nous voir puisqu'il nous écrit, moi ce sera un iPhone 10 256 Go blanc, mais peut-être pas en précommande Apple, plutôt orange. Tiens, c'est quoi ? Est-ce que c'est une bonne stratégie ça, Ellie, de passer par un opérateur ? Pour moi, non, mais je comprends que ceux qui ont beaucoup de points et qui sont fidèles à la marque et qui ne veulent pas changer ou qui ont un forfait intéressant, pourquoi pas ? Mais moi, personnellement, je pense que ces forfaits opérateurs ont un peu fait leur temps. Donc, je préfère avoir un téléphone des SIM loqués et choisir l'offre la plus intéressante et pouvoir changer quand je suis à l'étranger, des choses comme ça. Maintenant, l'info qu'on a eue, nous, par rapport aux grossistes, avec qui on discute évidemment des quantités, de ce qui va être disponible ou pas, tout le monde pense que le 64 Go va se vendre vraiment 2 tiers 64 Go, simplement parce que 1 351 €, c'est quand même beaucoup d'argent et que tout le monde n'est pas aussi geek que nous, et ceux qui nous regardent sont probablement geeks comme nous, et que dans 64 Go, on peut rentrer beaucoup de choses, surtout si on compare à un iPhone, effectivement, 16 Go, comme disait tout à l'heure Guillaume. Hein, donc, ils s'attendent vraiment à 2 tiers. Alors évidemment, au début, tout le monde va vouloir du 256 parce que les premiers, ce sont les fans. Et puis ensuite, ça va se stabiliser. Je pense qu'après les fêtes de Noël, le 64 se vendra quand même plus parce qu'on va arriver sur les clients qui sont moins passionnés et qui, eux, vont regarder la différence de prix. Et bon, en tout cas, c'est ce que pensent ces grossistes, qui sont des grands spécialistes, évidemment, parce qu'ils ont des outils de mesure de demande et qu'eux ont fait plusieurs lancements d'iPhone au niveau national et qui donc savent ce qu'achètent en fait les clients année après année. Alors juste, moi je te rejoins juste sur le côté, Guillaume, juste un petit détail parce que Jérôme Derdermotus très gentiment vient de tweeter le lien de Watch sur PlayTV.fr, c'est qui est une plateforme qui agrègue plein de chaînes. On est aussi sur PlayTV et sur PlayTV ça marche très bien. Je viens de suivre le lien, donc éventuellement. Alors je pense que Derdermotus doit aussi avoir vu le lien pardon, Shinji doit avoir vu le lien de Derdermotus, mais si l'un de vous peut retweeter le lien en disant voilà ça marche sur Play TV, faites-le, comme ça rendra service à ceux qui ne peuvent pas nous voir pour l'instant. Guillaume, tu disais. Oui, je disais, moi je rejoins Ellie sur le côté les forfaits opérateurs avec associés à un téléphone à mon avis, ont plutôt pas mal vécu. Alors après, pour beaucoup de gens, c'est vrai que le souci, c'est de se dire je lâche directement 1000 et quelques euros en cash pour acheter un téléphone. Ça peut être difficile et c'est plus intéressant de se dire tiens, je vais plutôt le prendre avec une offre de location ou autre. Voilà, avec mes points, mais surtout pour pouvoir, on va dire, lisser l'achat dans le temps. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, vous avez l'avantage de vous dire, bah voilà, je paye plus cher, mais au moins l'avantage c'est que ça me fait pas plus d'un coup à sortir. Par contre, moi de mon côté, c'est vrai que ça fait depuis l'iPhone 4S, je crois, où j'ai pris le pli de me dire, j'achète le téléphone plein pot, mais après je mets l'abonnement que je veux. Et c'est vrai que de ce côté-là, Free a permis de énormément pousser les gens à aller vers cette optique en disant, on s'en fout, on a un abonnement pas cher. Vous n'êtes plus lié par l'opérateur, comme c'était le cas auparavant, vous étiez lié pendant 1 an ou 2 avec votre opérateur, et quand vous voulez sortir, ça vous coûtait beaucoup d'argent. Là maintenant, si vous dites demain, je vais changer d'abonnement, je vais passer chez un autre opérateur, ça vous coûte 0 € quasiment, et puis vous basculez vers l'abonnement que vous voulez. Donc le côté, on achète, en fait,
aujourd'hui, on se rend compte que les gens veulent surtout de la bande passante et puis des gigas, enfin, ils veulent une quantité de stockage, de capacité de bande passante et puis de consommation, en fait, de data à consommer dans un mois. Le reste, en fait, toute la suite, en fait, à la limite, j'ai même la partie téléphone et tout ça, on s'en tape un peu, quoi. Ce qu'on veut, c'est se dire, tiens, je veux 50 gigas et puis basta. Un peu, d'accord, je dis pas pour vous, peut-être pas. Oui, ça reste un téléphone quand même, mais bon, ça n'est pas que ça. Ça reste un téléphone, mais regarde sur l'utilisation dans la journée, combien de temps tu utilises en tant que téléphone et combien de temps tu utilises pour faire autre chose. Et pour beaucoup de gens, je vois par exemple ma fille qui a un iPhone, elle l'utilise jamais en tant que téléphone. Je veux dire, quand on l'appelle, c'est presque une surprise, elle se rappelle que ça fait téléphone. Mais elle l'utilisera pour discuter avec ses potes, etc. Et pour beaucoup d'ados, pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup de personnes, en fait, le téléphone, vous l'utilisez beaucoup pour jouer, pour faire d'autres choses. Mais la partie téléphonie, en fait, est entre guillemets accessoire. Je dis pas qu'elle n'existe pas, mais je dis qu'elle est beaucoup moins utilisée que lorsqu'on avait un téléphone qui faisait que téléphone. Ce sont des smartphones, donc forcément, ils font plein de choses. Bon. Donc du coup, c'est vrai que moi, je suis plutôt partisan de dire, effectivement, je préfère acheter le téléphone plein pot. Ouais. Et quand je le revends un an après, je le revends, il a encore une bonne valeur, parce que l'avantage des iPhones, par contre, c'est qu'ils perdent relativement peu de valeur dans le temps. Ouais. Alors moi, je préfère aller à la source, dans un APR ou chez Apple, parce que en cas de pépin, je trouve qu'on est quand même en prise directe avec le constructeur. Oui. Voilà, par un opérateur, on est chez un partenaire, ce qui n'est pas pareil pour moi. Moi, je l'ai vécu sur des téléphones chez un client qui avait un problème sur un iPhone 5S et qu'il avait pris chez un opérateur historique, pour ne pas le nommer. Et en fait, le problème, c'est quand tu sors de la période de 1 an de garantie, où là, c'est Apple te dit, non, c'est la garantie du revendeur qui est appliquée pour les 2 ans de garantie, donc c'est le revendeur qui doit gérer. Et le revendeur te dit, non, c'est Apple, c'est un iPhone, vous voyez avec Apple. Et en fait, ils se font le ping-pong, et après, quand tu fais du support, c'est un peu compliqué. Alors, si tu as acheté ton téléphone chez Apple, ou chez un APR, tu dis, voilà, j'ai un problème sur mon iPhone, ok, merci, on va prendre en charge et on se démerde. Et ça va très bien. Et Apple, il suffit de soulever le droit européen, on a 2 ans automatiquement, désormais. C'est même pas, ils se posent même pas de question. Avant, c'était un peu sujet de discussion, maintenant, c'est carrément, il n'y a plus de discussion, quoi. Ils le prennent, basta, quoi. Mais ils ont durci beaucoup les conditions, donc du droit européen, parce que la loi, pour ceux qui l'ont lu, dit que c'est le vendeur qui doit assurer la garantie et non pas le constructeur de la 2e année. Et donc, non, mais c'est-à-dire que Apple, si le téléphone a été acheté chez un opérateur, il renvoie chez l'opérateur en disant, vous assumez la garantie européenne, vous ne voulez pas le savoir. C'est exactement ce que je dis, Eli. C'est exactement ce que je dis, tout à fait. Voilà, ils font le ping-pong. L'opérateur, tu dis, non, moi je m'en fous, c'est marqué Apple dessus, vous voyez avec Apple. Ouais. Et dans ce cas-là, en fait, le client, en plus, c'était quasiment fin de garantie sur la fin de 2e année. On est passé à autre chose. Enfin voilà, on s'est débrouillé autrement. Puis voilà. Mais c'est vrai que ce ping-pong-là est agaçant. Et moi, le moins j'ai à gérer avec l'opérateur, le mieux je me sens. Donc, je sais que chez Apple, si j'ai un souci, je peux négocier, même si on est un peu en dehors de la garantie, je peux négocier quelque chose de plus sympa si j'ai un pépin sur un appareil. Ouais. Alors que l'opérateur me dira, merci monsieur Guettet, allez vous faire voir. Alors que chez Apple, quand j'arrive dans un Apple Store, ils se mettent à genoux. Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais j'aime bien l'idée. Ça dépend si tu arrives déguisé en Dark Vador. C'est ça. Dark Vador, là, je passe pas la sécurité, c'est le problème. C'est ça. Bon, je salue ceux qui nous ont rejoints, qui ne pouvaient pas nous voir un peu plus tôt. Donc, salut Mohamed qui est avec nous. Mohamed, justement, nous interroge sur l'un des premiers sujets d'actu, en fait, qu'on a prévu d'aborder. C'est la question des stocks. Apparemment, la question des stocks, on a longtemps craint que les stocks soient très très limités. Apparemment, ça va être moins tendu que prévu, mais je ne suis pas sûr de la raison qui est avancée. Ça me semble très très bizarre qu'Apple, on va dire, soit moins exigeant sur la qualité des iPhone 10, notamment de Face ID, qui sortent des chaînes de fabrication, pour en faire plus. Non, ils ont démenti officiellement. Donc, il y a eu des rumeurs, mais il y a eu un démenti, mais vraiment officiel d'Apple, en disant c'est n'importe quoi, nous n'avons absolument pas baissé les specs de Face ID pour en produire plus. Voilà. Tu vois, MacG utilise le conditionnel, aurait réduit ses exigences au profit de la production. Il y a des sites américains qui sont plus affirmatifs, mais non, à partir du moment où Apple a dit ça, maintenant, ils ne pourraient pas dire le contraire. Ils ne vont pas dire « Ah si, les premiers qui vont sortir, Face ID va être nul, attendez le prochain ». Non, forcément, ils vont dire que Face ID, c'est top. C'est quand même la grande nouveauté de l'iPhone. Non, mais je leur fais confiance. Apple ne sort pas un produit à moitié fait. Alors, les précommandes, c'est une chose. Ça commence donc vendredi, donc dans 2 jours. Enfin, même dans
Une journée 28 heures, hein, grosso modo. Apple a fait savoir qu'il y aurait des iPhone 10 dans les Apple Store, mais qu'il fallait venir tôt. Ça veut dire qu'il y aura on va retrouver les files d'attente qu'on n'a pas vues depuis un sacré moment quand même. C'est ça. Théoriquement, hein. Oui, parce qu'ils essayent de recréer ça. Ils se sont rendus compte que ça posait un problème de fréquentation. Et donc là, ils ont fait un communiqué un peu similaire en disant oui, vous pouvez en précommander, il n'y a pas de souci. Mais on vous prévient, il y en aura même quelques-uns le jour de la sortie. Même pour ceux qui n'ont pas précommandé, il y en aura quelques-uns de disponibles, mais pas beaucoup. Donc venez tôt. C'est une façon aussi de créer les files d'attente, hein, ça va être rigolo. Ouais, parce que clairement, c'était quand même la volonté d'Apple était plutôt, après avoir beaucoup joué là-dessus, tourné des vidéos, etc., ça commençait à faire un peu tâche, ces gens qui dormaient dehors. Enfin, on avait l'impression que c'était plus du tout, plus trop à l'image qu'Apple voulait donner. Là, ça a l'air de leur manquer finalement. Bah, je pense, parce que du coup, il y avait des journalistes qui allaient filmer devant les Apple Store, qui montraient les files d'attente, ça passait dans la presse écrite et tout, donc ça faisait de la pub gratuite et ça, c'était très bien. Mais la communication, pour l'instant, est pas vraiment très claire sur l'iPhone 10, parce que vous avez tous vu cette petite histoire, ou ceux qui l'ont pas vu, je vous la raconte en 30 secondes. Donc, une entreprise qui a un compte particulier sur l'Apple Store, est allé précommander un iPhone 10 et est tombé sur un conseiller business Apple qui a pris la précommande et donc le client a même eu son accusé de réception comme quoi la commande était faite bien évidemment avant la date d'ouverture des précommandes. Du coup, Apple a dû se fendre d'un communiqué en disant que ça avait été une erreur, que la personne avait été réprimandée, que en fait, pas du tout, il n'y avait pas de précommande pour les grands comptes et les entreprises particulières et que d'ailleurs, l'iPhone 10 n'était pas une priorité pour les entreprises et que les entreprises ne seraient pas mieux servies. Bon, c'est bizarre comme communiqué en disant non, mais les entreprises, c'est pas du tout une priorité pour nous. Ah bon? D'accord. C'est bizarre. Bon. Ah, ça fait partie des petits couacs. La communication elle est compliquée pour Apple en ce moment parce qu'ils ont quand même aussi l'iPhone 8 à vendre, ils ont 200 appareils en stock, ils ont une gamme à vendre et que du coup, l'iPhone 10 c'est un appareil en plus dans une gamme. Ouais, c'est ce qu'on a toujours dit, hein. Ouais, voilà, c'est déjà complexe. C'est clairement compliqué, je pense, pour eux. Ouais. Donc du coup, je pense que là, on a vu qu'apparemment sur le site d'Apple, ça commençait à bouger. Ils mettaient un peu en avant tout ce qui était iPhone 10, un peu plus. Je suis désolé, il y a une mouche qui m'enquiquine. Je crois que c'était un signe de mauvaise humeur, tu vois, genre. Non. Donc là, effectivement, sur la page d'Apple, donc sur Apple.com, ils commencent à mettre un peu plus en avant l'iPhone 10 pour faire montrer la pression. Mais ils sont effectivement un peu pris entre deux eaux, quoi. Donc je pense que à partir du moment où l'iPhone 10 sera vraiment disponible, on aura vraiment un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer pour la suite. Mais bon. Après, c'est vrai que moi j'ai vécu les lancements. Mon plus grand souvenir quand même de l'iPhone, c'est le lancement du premier modèle en France. Ouais. C'était à cette époque de l'année, hein, c'était fin novembre presque. Ils sont se caillaient les meules sur les champs. Et c'est la première fois quand même j'ai vu de ma vie quelqu'un payer 50 € pour remonter dans la file pour pouvoir passer de personne. Parce que les mecs mettaient en vente, il y a un mec qui avait mis en vente sa place, il dit ok, il était à côté de moi et on est rentré à 9h dans le. Moi je suis arrivé je crois à 17h devant la boutique, je suis rentré à 21h dans la boutique, elle ouvrait à 8h30 je crois, et on est sorti, je suis sorti juste après, et je pense qu'il y a ce soir-là il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer dans la boutique tellement il y avait du monde quoi. Mais c'était un moment assez marrant, je m'étais dit, allez, jusqu'à la dernière minute j'ai hésité à le faire, puis je me suis dit allez, c'est le lancement du plus gros produit Apple depuis ces 10 dernières années, donc autant comme le faire, et puis j'avais jamais fait de lancement de gros produits comme ça de ma vie. Et c'était une expérience sociologique intéressante. Ouais. Alors moi j'avais fait la même chose, mais je crois que c'était pour le premier iPad, j'étais au Carousel du Louvre et c'est pareil, il faisait très froid. Ouais. Et je crois j'avais pas passé la nuit, mais j'étais venu la veille au soir, il y avait déjà une cinquantaine de personnes. Ouais. Et j'avais fait l'ouverture du premier Apple Store, j'avais fait l'ouverture. L'Apple Store du Carousel, j'avais fait l'ouverture. Au départ, on pensait aller avec un pote, avec mon pote Mourad, on pensait y aller le soir, la veille, et il caillait vraiment. Le problème d'Apple, c'est qu'ils font leur lancement en hiver en Europe, alors qu'aux États-Unis ils font souvent en été. C'est ça. Et que là, on s'est retrouvé, il pelait terrible. Et en fait, on est allé à 5h du match, je crois, le matin. Il y avait encore déjà plein de monde, et on est rentré à 10h, mais il y a une super bonne ambiance, c'était très sympa, on s'était bien marré. Donc t'avais eu le t-shirt dans la petite pyramide en carton, c'est ça? Et tu sais quoi, il est toujours dans la petite pyramide. Moi aussi, mais j'ai défoncé la pyramide, mais j'ai jamais ouvert en fait. Non, je l'ai pas touché, la pyramide, elle est encore dans le coin. Je suis retombé dessus l'autre jour, je me suis dit est-ce que je l'ouvre ou pas? Je me suis dit non, je la laisse, c'est pas grave. C'est ça. Donc, il est encore là, et peut-être qu'un jour je le revendrai sur eBay, ça vaudra peut-être des milliards. Ellie, tu voulais dire un truc? Oui.
Oui, est-ce que vous voulez la mauvaise nouvelle de la semaine pour... oh là là. Oui, pour ceux qui attendent l'iPhone 10. C'est que dans toute cette merveilleuse logistique qui est prévue depuis des mois, voire même plus, il y a un facteur très inquiétant, c'est que le 1er novembre est férié en France. Or, normalement, les iPhones arrivent chez nous mercredi pour qu'on puisse les présenter vendredi. Donc mercredi, c'est fermé, et c'est fermé partout. Oui. Donc, y compris chez les transporteurs. Donc, ils vont avoir à gérer en plein cauchemar logistique 24 heures où il n'y aura pas de livraison possible. Et donc, ça veut dire que tout doit être livré jeudi pour vendredi. Ça va être très chaud. C'est chaud. Oui. Ils vont le gérer. Ouais. J'espère. Oui, aussi, après, François, tu crois que c'est une question d'argent. Hein. Tu crois que ça va bien se passer, François? Ouais, comme le dit Guillaume, c'est une question d'argent, donc à mon avis, ça va se gérer comme il faut. On parle déjà de livraison le dimanche et tout. Est-ce qu'il va pas y avoir des accords particuliers? Est-ce qu'ils vont pas trouver une solution pour ça? Pourquoi pas après tout? À voir. Bon, on va suivre tout ça, puisque la semaine prochaine, donc d'ailleurs mercredi prochain, c'est le 1er novembre. Mais oui, c'est férié. Bon, bah vous me direz si vous pouvez être là, d'ailleurs, parce que on s'est pas posé la question. Mais vous me direz, non, vous pouvez pas être là tous les deux. Moi, c'est peut-être possible. Toi, Guillaume, c'est peut-être possible. Bon, on fera l'émission avec ceux qui sont, avec ceux qui seront là, en tout cas. Moi, je serai là aussi. Et comme on sera à 24 heures de l'arrivée de l'iPhone 10, on va évidemment en reparler. Avant de passer à autre chose, Ellie, tu as attiré notre attention sur une petite vidéo du switch inter-app de l'iPhone 10. Explique-nous. En fait, c'est parce qu'on ne l'avait pas bien vu jusqu'à maintenant, mais on s'est toujours posé la question, sans ce bouton Home, comment est-ce qu'on passe d'une application à l'autre? Et donc, il y a cette petite vidéo qui le montre très bien, et bon, on va peut-être la voir, et vous allez voir que c'est vraiment très sympa. Parce qu'il y a ce petit geste de faire, vous voyez, avec le pouce. Et moi, je trouve ça superbe. Et j'avoue que je ne l'avais pas vu avant et j'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est vrai. Je ne l'avais pas vu non plus. J'ai quelqu'un sur Twitter, à qui je vais faire coucou, Emmanuel Mathias, que tu as peut-être connu, toi, Ellie, à une époque. Bien sûr. Qui est un ancien Apple et qui faisait remarquer qu'en fait, c'est des mouvements et une interface qui est très proche de celle de WebOS, en fait. Qui était le système qui a été installé sur les Palm à une époque, sur les téléphones Palm. Acheté par HP. Après un an ou deux après le lancement de l'iPhone, en fait. Donc Palm a essayé de refaire un peu leur truc à leur sauce. Et donc c'était WebOS qui avait été utilisé. Et l'interface, a priori, ressemble pas mal à ça. Voilà. Il y avait l'idée des cartes, en fait. L'idée d'application sous forme de cartes, en fait, venait de là. Et voilà. Vous apprendrez toujours un truc dans Airwick, donc venez avec nous, revenez, faites connaître l'émission à vos amis, à votre famille, à vos proches, même aux gens que vous n'aimez pas, peu importe, du moment qu'on est de plus en plus nombreux, c'est pas grave. Ouais, effectivement, tu sais quoi, je l'avais pas vu non plus ce Switch, Ellie. Ben oui, comme quoi on en apprend tout le temps, hein, avec les vidéos. C'est assez chic, effectivement. Bon, donc, moins d'inquiétude. Oui. Mais tu sais, c'est un point intéressant, c'est qu'en fait justement l'iPhone 10 va quand même nous obliger à avoir des nouvelles méthodes d'interface auxquelles on n'est pas habitué du tout, et ça va être intéressant de voir comment le public réagit par rapport à ça. Parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est un iPhone avec un plus grand écran, mais je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas fait gaffe au fait qu'il n'y a plus de bouton en fait sur le téléphone. Oui, et du coup les interactions vont être très différentes. Oui. Parce qu'on on a 10 ans d'interface où on est habitué à ce bouton emblématique, réellement. Ça, et en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de discussions par rapport à l'encoche de l'iPhone, sur le fait que l'encoche, ça permet aussi d'avoir un iPhone qui est beaucoup plus emblématique que s'il était juste un truc avec un rond. L'iPhone, on le reconnaît aussi parce qu'il y a le bouton Home. Quand tu le vois sur une icône ou autre, tu reconnais ce petit bouton qui est totalement iconique du téléphone. Et là, en fait, le fait qu'on ait l'encoche, ça le rend aussi iconique. Même si on pourra regretter quel y soit, mais ça lui donne un peu sa personnalité. On le reconnaît tout de suite grâce à ça, en fait. Voilà, on va le reconnaître tout de suite grâce à ça. Et en fait, ça lui donne sa personnalité. Et du coup, c'est vrai que par contre, sans le bouton Home, on va avoir besoin d'avoir des éléments d'interface. Et moi, ça me pose souci par une raison relativement simple. Mais c'est un souci que j'ai déjà vu avec l'iPhone 7, en fait. Le fait que le bouton soit plus un bouton physique, mais un bouton haptique sur l'iPhone 7. Quand moi, j'utilise mon iPhone, j'utilise aussi en mettant en façade sur mon scooter. Donc, j'ai un support, je le mets sur le scooter. Et le problème, c'est que, par exemple, quand j'utilise avant, je pouvais très bien activer avec un gant tactile les boutons haptiques. Et ça marche pas quand t'as un gant même tactile, le bouton haptique il reconnaît pas ton doigt du tout. Et donc tu peux pas déverrouiller le téléphone. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est si l'iPhone me reconnaît bien avec un casque. Théoriquement, il est censé pouvoir le faire pour pouvoir déverrouiller à la demande. Te reconnaître à travers ton casque?
Sans la visière. Possible. En levant la visière, tu veux dire? En se prenant la visière, ou est-ce qu'il est capable de reconnaître juste une partie vraiment du visage? Je ne sais pas. Ah ouais. Ah bah tu nous feras le test, hein. Je vous dirai ça quand j'aurai les moyens de m'en acheter un. C'est ça. On le saura peut-être par d'autres biais que toi, mais on sera heureux que tu nous fasses la démo le jour où tu l'auras, évidemment. Je pense qu'il y aura plein de démos dans les heures qui suivront les premières livraisons. C'est sûr. On va le voir très rapidement. C'est sûr. Voilà, le fait que Apple ait un téléphone qui soit entièrement tactile et sans bouton physique peut poser des questions en termes d'utilisation. Moi, c'est un usage qui est très bête, mais c'est vrai que l'iPhone 7, quand il est arrivé... Alors par contre, le côté étanche me plaît beaucoup, parce que je peux le laisser sur le scoot, même quand il pleut, je m'en fous un petit peu, donc ça c'est très pratique. Par contre, le côté, je peux pas appuyer sur le bouton, faut que j'enlève mes gants à chaque fois pour appuyer sur le bouton quand j'ai besoin de faire quelque chose dessus, ou d'utiliser Siri, ce qui est quand même la solution la plus logique souvent, c'est parfois un peu pénible. Ouais. Bon bah écoute, ça va être un nouvel épisode de notre apprentissage des outils numériques qui nous entourent, et c'est vrai que ça va changer pas mal de choses sans doute. En parlant d'interface, moi j'ai une question qui serait intéressante à poser. Combien parmi vous aujourd'hui utilisent vraiment Touch ID, pas Touch ID, pardon, le Force Touch sur Touch 3D, Touch 3D sur votre iPhone? Est-ce que vous l'utilisez souvent, vraiment? Moi, ouais. Peut-être pas assez, une question, mais voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Touch 3D Touch, on l'a sur le téléphone, c'est une interface en plus, mais je pense que réellement, il y a 95% des gens qui l'utilisent pas. Moi, je m'en suis servi un peu au début, je ne m'en sers plus du tout aujourd'hui, concrètement. Ouais. Mais j'utilise un peu dans Twitterifique, sur mon application Twitter, j'utilise un peu, mais sinon, j'utilise relativement peu, quoi. Mais c'est pas que j'ai décidé de pas l'utiliser, c'est que en fait, je suis revenu à l'usage de départ, c'est-à-dire après l'avoir essayé. Bien sûr, je m'en pense pas. Oui, je m'en sers pas mal pour HomeKit, moi, pour la maison et compagnie, c'est pratique avec les dialogues préenregistrés. Ouais. C'est vrai. Je suis toujours à votre écoute sur Twitter, donc je suis vos messages. Voilà. Christophe Péchavik nous dit finalement pas d'iPhone 10. Voilà. Il vient de se rendre compte qu'il n'aurait pas les moyens de se l'acheter, ça confirme que c'est quand même un investissement qu'on peut, sauf à être très à l'aise, on peut pas l'improviser. Je parle pour la plupart des gens normaux, on va dire. C'est un investissement, c'est sûr. Tu sais, j'ai comparé il y a 2 ans le haut de gamme d'Apple. En fait, c'était, il y a pas 2 ans, il y a 5 ans, l'iPhone 4S à peu près, donc c'était 4-5 ans, un peu plus. C'était le haut de gamme d'Apple. Aujourd'hui, je peux m'acheter un iPhone 10, je me payais 2 iPhone 4S pour le même prix quasi. C'est ça, ouais. Donc là, c'est. Pour mais on a une gamme sur beaucoup plus large. Ouais, François. Pour rebondir sur le prix du téléphone, c'est vrai que c'est un gros investissement. Maintenant, on parlait des forfaits tout à l'heure, je voulais rajouter. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 ans, on payait les forfaits qu'on a aujourd'hui à 60-70 euros par mois. Si on se débrouille bien aujourd'hui, il y a des forfaits régulièrement au moment de Noël qui sont à 3-4 euros. Alors, et du coup, au final, l'investissement, il est, comme le disait Guillaume et Elie, il est lissé sur 2 ou 3 ans, quoi. C'est pas faux. Oui, sauf que... Ouais. Sauf que là-dessus, je vais mettre un bémol, c'est vrai en France, parce qu'on a la chance d'avoir une concurrence très rude par l'arrivée de Free, en fait. Donc là, les opérateurs ont dû tous s'aligner par rapport aux offres de Free. Tu prends le cas aux États-Unis, par exemple, les tarifs, c'est pas du tout les mêmes. Et ils en sont tu vois les tarifs qu'ils font, c'est horrible. Tiens, une petite histoire d'ailleurs, vous savez qu'en France, on se plaint toujours qu'on paye trop cher, etc. On a vu que pour l'Apple Watch, le prix était de 5 € pour avoir la version par mois, donc chez Orange, pour avoir l'abonnement LTE, donc pour avoir la communication 4G sur l'Apple Watch 4G. Aux États-Unis, il y en a, donc c'était techniquement $10 par mois chez AT&T, je crois, sauf que c'est hors taxe. Et là, il y a Casey List, qui est un des podcasteurs du célèbre podcast dans mon Mac qui s'appelle ATP, Accidental Tech Podcast, qui a raconté qu'il a reçu sa première note, $17,8, je crois, avec toutes les taxes cumulées. Donc en fait, on a un tarif largement, presque 3-4 fois supérieur à ce qu'on paye en France. Donc on n'est pas finalement si malheureux. Et n'oubliez pas que les prix aux États-Unis souvent sont hors taxe. Toujours. Enfin, sont hors taxe de toute façon. Voilà. En France, c'est 5 € TTC, aux États-Unis, toujours c'est hors taxe. Voilà. Et que des fois, les taxes sont assez élevées. Et qu'en plus des taxes TVA, vous avez des taxes locales, des fois, qui rajoutent énormément sur le prix des produits. Ouais, c'est vrai. Et je confirme, les forfaits mobiles sont à... Pour avoir et encore, on parle des prix, mais il faut voir ce qu'on a pour les prix. C'est-à-dire que les prix sont très élevés. C'est-à-dire, il n'y a pas un forfait correct à moins de $50. Si on veut un débit, pas un débit, mais un volume de data mensuel correct, on est plus autour de 80-90. Et l'illimité, c'est une donnée qui n'existe pas encore aux États-Unis sur les mobiles. Non, hein. bien sûr.
Donc, ton point est très juste, très intéressant, François. Pour la France. D'ailleurs, en parlant de tarifs, il y a un petit truc qui n'a rien à voir avec l'informatique. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Si vous achetez un disque dur ces jours-ci, n'oubliez pas de l'acheter en 2 morceaux. Donc, achetez le boîtier séparément du disque dur, parce que dans ce cas-là, vous ne payez pas la fameuse taxe copie privée et que vous économisez énormément. Pourquoi ces jours-ci ? Enfin, je dis jours-ci, enfin en général. Moi, j'ai dû faire des achats de disques durs récemment et en fait, j'ai comparé, c'était quasiment 60 € de moins pour un disque dur 4 Tera ou 8 Tera, je crois. Donc, ça peut être intéressant de dire, tiens, j'achète un boîtier USB 3 d'un côté et j'achète le disque dur en externe de l'autre. C'est ça, plutôt qu'un disque tout prêt, tout fait. Tout prêt, tout fait, où là, vous payez une blinde. Alors après, les garanties, tout ça, sont peut-être différentes. Les débits sont peut-être un poil différents, et encore. Mais un bon boîtier USB 3, aujourd'hui, ça coûte 20 balles, et un disque dur externe, en fonction de ce que vous prenez, ça vous évite d'avoir à payer la fameuse taxe Socorep, qui fait très mal. Ok, bonne idée. Y compris sur les iPhones. Y compris, oui, tout à fait. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, vous savez, un scandale, c'est que des fois, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de procès entre Apple et comment il s'appelle, l'autre boîte qui fait les modems là, Qualcomm. Qualcomm. Oui, et Qualcomm. En fait, une partie de l'histoire du procès, c'est qu'en fait, Qualcomm touche plus enfin, donc il y a des brevets à payer sur les appareils, mais c'est des brevets. En fait, les prix sont indexés sur le prix de vente de l'appareil. C'est-à-dire qu'en fait, Qualcomm, que l'appareil ce soit un appareil qui se vend enfin, si l'appareil se vend, on va dire à $500, eh ben, si Apple vend un appareil à $1000 juste parce que la capacité est supérieure, prenez le cas par exemple de l'iPhone, iPhone 10, vous achetez la version 64 Go ou la version 256 Go, eh ben, Apple doit payer plus à Qualcomm sur la version 256 Go parce que Apple met plus de stockage. Mais le brevet de Qualcomm ne change pas. Donc, en fait, c'est pour ça qu'Apple fait un procès aussi à Qualcomm et commence à se taper assez durement l'un sur l'autre. C'est parce qu'en fait, Qualcomm touche de l'argent en plus, alors que techniquement, il ne change rien au produit. Et ça, j'ai constaté sur des iPads, par exemple, vous avez le même appareil, il y a les mêmes capacités, et vous payez plus cher sur un appareil, en fait, je crois que c'était sur la version 4G, je crois que j'avais comparé. L'iPad mini, je crois qu'il y a une version, on payait plus en fait, parce que il y avait les taxes sur les modems, etc., qui coûtaient juste une blinde sur l'appareil, c'était n'importe quoi. C'est assez étonnant en fait. Voilà, une émission pleine de bons conseils. Si vous achetez un iPhone, si vous achetez un disque dur. Non mais voilà, pour l'iPhone ça change rien, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous achetez forcément la capacité dont vous avez besoin. Mais c'est intéressant de voir que voilà, des fois les prix sont plus élevés, mais c'est pas forcément non plus que la faute du constructeur, c'est que des fois il y a aussi des choses comme le coût du brevet qui va impacter le coût de l'appareil au final, quoi. Et est-ce que vous avez vu le prix du meilleur vendeur de l'année? Ah non. Non, c'est pas toi. Raconte-nous. Le prix qu'on va décerner à l'unanimité à Angela Ahrendts, qui a déclaré officiellement que tout le monde n'a pas besoin d'un iPhone 10, qu'il y a des iPhones moins chers qui sont très bien, et que Apple a toute une gamme, et que pourquoi est-ce que tout le monde parle de l'iPhone 10, que tout le monde n'en a pas besoin, il faut arrêter là. Donc voilà, très bien, bravo. Juste la semaine du lancement. Mais nous, on en a besoin. Nous, on peut pas s'en passer. Désolé, Angela. Ça montre bien qu'il y a un petit souci quand même. Oui. Hein? Oui. On a parlé des ventes de l'iPhone 8. Moi, je suis pas inquiet pour l'iPhone 8, mais c'est vrai que les gens attendent de pouvoir comparer et que le lancement n'avait pas été aussi spectaculaire qu'Apple aurait pu l'espérer s'il nous avait écoutés, car on l'a dit le jour même de la keynote, pour ceux qui se rappellent. Oui, il faut qu'ils se branchent plus souvent sur iWeek. Mais il paraît qu'il y a des gens d'Apple qui nous regardent. Ah bon? Il y a eu une petite rumeur, il paraît que dans les Apple Store, il y a des gens qui regardent iWeek. Ah oui, c'est vrai. Qui a dit ça? Ah oui, c'est Jean-Christophe qui nous a dit ça. Pour revenir sur cette histoire, j'ai vu le conseil d'Angela Ahrendts, effectivement, c'est intéressant comme point de vue. Elle a absolument raison, dans le sens où Apple vend l'iPhone, c'est une gamme qu'ils vendent. Donc oui, elle a raison quand elle dit tout le monde n'a pas besoin d'un iPhone 10, et que les iPhones d'entrée de gamme sont des excellents appareils. Tu prends un iPhone 5, le SE, ça reste quand même un très très bon appareil qui fait beaucoup de choses, qui va couvrir 80% des besoins visuels aujourd'hui. Par contre, oui, t'as pas un grand écran, etc. Mais pour un appareil d'entrée de gamme, c'est un très très bon appareil. Donc elle a raison. En même temps, tu dis ouais, mais se tirer une balle dans le pied, non, c'est très bien. Voilà, Apple vend des téléphones chers, ils vendent des téléphones aussi moins chers. Elle a raison de rappeler qu'il y a une gamme, simplement. C'est une gamme d'iPhone. Donc, vous pouvez avoir des iPhones avec le même système, que ce soit un iPhone SE ou un iPhone 10. Les amis, il nous reste à peu près 8 minutes. J'aurais bien aimé en prendre 5 pour vous parler un petit peu d'Adobe Max. Super Mario Odyssey.
Adobe Max, mais ce sera un apéritif parce que j'ai davantage de choses à vous montrer, mais on n'aura pas le temps, donc on peut faire un petit apéro avant la fin de l'émission là-dessus. Juste deux infos. D'abord, plutôt marrant, mais quand même un peu embêtant. Un bug sur la calculatrice. Ouais, visiblement, en fait, la calculatrice, il y a un petit problème de rapidité, enfin de lenteur sur la calculatrice, c'est-à-dire que quand on fait 1 plus 1 plus 1, bah, on n'arrive pas à 3, on arrive à complètement autre chose. Donc allez-y doucement quand vous tapez des chiffres sur la calculatrice d'iOS. Ouais, on parle d'iOS, hein. Oui, mais c'est corrigé dans la prochaine version. Dans la bêta 11.1, c'est corrigé. D'accord. Avec vous achetez un iPhone 10, il n'y aura pas de problème. Oui, alors, la 11.1, donc c'est la première mise à jour, on va dire un peu intermédiaire de iOS 11. On est à la 0.3 toujours, hein? Oui, toujours. Oui. Et la 5e bêta d'iOS 11.1 vient d'arriver. C'est bien ça. Mais il n'y a que François qui l'installe car il ne m'écoute pas. Voilà, c'est ça. Et elle tourne bien. Non, c'est la 4e bêta d'iOS 11.1. Ouais, 4e. C'est ça, hein. J'ai dit 5e? Non, oui, c'est 5. Non, c'est 5, c'est 5. 5. 5. Si, la 5, pas la 4. Ah, François, t'en as raté une. T'en as raté une, François, désolé. Et puis, un mot d'Apple Pay avec N26, cette banque assez novatrice. Ellie? Ben oui, en fait, on avait vu le lancement de N26 et ils ont été vraiment très réactifs parce que dès aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils supportent Apple Pay. Et c'est plutôt une bonne chose pour ceux qui aiment bien cette banque qu'on reconnaît parce qu'ils ont une carte Visa transparente qui surprend beaucoup les gens à qui on la présente et qui en plus n'a pas de code de sécurité au dos de la carte parce que ce code est généré directement dans l'appli. Donc, et c'est vous qui le connaissez, mais les gens ne peuvent pas le lire sans vous. Eh ouais. Assez étonnant. C'est un vrai sujet cette banque parce qu'on m'en a parlé il y a 2-3 jours. C'est l'équipe d'Andromaque qui m'en a parlé. L'un de ceux qui étaient en studio avait cette carte de paiement sur lui, donc il me l'a montré. Et j'avoue que j'avais envie d'en savoir plus. Donc ce sera peut-être l'occasion de. Peut-être qu'on les fera venir dans iWeek puisqu'ils ils se lancent sur Apple Pay. Ce serait hyper intéressant. Voilà une idée pour les prochaines semaines. On va les contacter. Je vous emmène à Las Vegas. Allez, un petit apéritif parce que j'aurai davantage de choses à vous montrer la semaine prochaine. Vous savez que Las Vegas, la semaine dernière, accueillait je crois la 10e édition d'Adobe Max, qui est la conférence de la créativité, donc de tous ceux qui utilisent la galaxie de logiciels de Adobe. Donc maintenant c'est le Creative Cloud, vous savez, tout est sur le cloud, il y a plus de boîtes, hein. Les Master Collection d'antan n'existent plus, tout est téléchargé et téléchargeable. Un forfait qui coûte autour de 70 € par mois donne accès à tout et à toutes les mises à jour en temps réel dès qu'elles arrivent. Une fois par an, Adobe réunit donc les développeurs, les graphistes qui viennent du monde entier. Alors c'est impressionnant parce qu'il y a 2 ans à Los Angeles, il y avait 7000 personnes. L'an dernier à San Diego, ils étaient 10 000. Et la semaine dernière à Vegas, ils étaient 12 000. Donc ça devient colossal. C'est un peu l'équivalent de Bercy. Avec que des graphistes, des motion designers, des illustrateurs, des réalisateurs, des photographes dans la même salle. D'ailleurs, le président d'Adobe a dit que c'est on n'avait jamais réuni dans la même salle autant de créatifs. C'était assez impressionnant. Et donc ça se déroule sur 2 jours essentiellement. Et le soir du 2e jour, il y a une conférence donc, dans cet immense hall de Vegas qu'on appelle les Sneaks. En fait, c'est un coup d'œil dans les laboratoires d'Adobe. À chaque max, pendant 2 heures, des ingénieurs d'Adobe sortent de leur labo et viennent nous présenter une techno sur laquelle ils sont en train de travailler. Alors c'est quand même déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est savoir qu'il y avait des ingénieurs chez Adobe. Oui, j'ai suivi tes tweets pendant que j'étais là-bas, Guillaume. Un petit coup de dent. C'est très bien. Non, parce qu'en fait, il y a un moment de problème de lenteur sur leurs applications, sur leur dernière version, ça m'agace beaucoup qu'ils ne traitent pas. Attends, voilà. Tout n'est pas parfait. Et j'ai fait un stage sur Premiere il y a 3 semaines. Et j'ai eu plein de problèmes de plantage. Bon, j'étais sur Mac. Ça a beaucoup planté. Donc, je leur ai dit, voilà. Mais ils font aussi des trucs assez chouettes. Et donc, j'ai deux exemples à vous montrer. Alors, je vais vous envoyer les images que j'ai tournées comme j'ai pu avec mon iPhone là-bas. Alors, donc, il y a eu 10 démonstrations. Voilà l'une des 10. Oui, on est sur une photo. Et l'idée, vous le voyez, on est un peu dans le Grand Canyon, etc. L'idée, c'est de transformer cette caverne
lui donner une forme de cœur. Vous avez vu, on a tout simplement dessiné un cœur, et en un clic, vous le voyez sur l'image de droite. Alors ça utilise énormément l'intelligence artificielle, puisque Adobe a beaucoup travaillé là-dessus avec une techno qui s'appelle Sensei, S-E-N-S-E-I, et qui se retrouve intégrée depuis quelques jours, là, depuis le lancement de la nouvelle version de Creative Cloud, dans plein de logiciels, dont Photoshop. Et donc vous le voyez, de manière totalement, il suffit de faire un dessin, quoi, et on va l'intelligence ça fait un cœur. L'intelligence artificielle va aller en fait chercher à la fois dans l'image et aussi dans la banque d'images d'Adobe dans le cloud des photos de ce lieu-là pour fabriquer en fait une partie de la grotte qui n'existe pas. Donc, oui. Non, très spectaculaire, voilà. Parce qu'on voit la profondeur. Parce que faire un découpage avec un masque, c'est facile. Oui. Mais créer l'ombre, créer la profondeur qu'il y a dans la grotte, ça, c'est très spectaculaire. Voilà. Bon, ça fait un peu glotte. Ça fait plutôt glotte que grotte, je trouve, mais... Pardon, pardon pour le jeu de mots. La deuxième démo, elle dure un peu plus longtemps, mais moi, je l'ai trouvée hyper spectaculaire. Là, on va prendre une vidéo. Vous voyez, on est sur un bateau qui passe sur un fleuve devant cette église orthodoxe. Et vous allez voir que dans le plan, devant l'église, il y a un réverbère. Vous le voyez, le réverbère qui passe devant la coupole, là, qui passe devant le bâtiment. Sur la gauche du pont, il y a ce réverbère. Voilà. Il nous embête parce qu'il gâche un peu le plan. Et donc l'idée, ce serait de le faire disparaître. Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, on peut tenter de le faire, mais il faut le faire image par image. Il faut d'abord le détourer sur une des images, et puis après il faut appliquer un détourage sur toutes les images. C'est un peu long, c'est fastidieux, et le résultat, on va voir dans quelques instants ce que ça donne quand on va passer en lecture. On voit qu'il y avait quelque chose qui a été enlevé, c'est pas très beau. Là on est encore sur une image arrêtée. Le problème, c'est de gérer ce genre d'amélioration de l'image, on va dire, sur une quantité d'images importante. On sait le faire effectivement sur une image arrêtée, mais là, par exemple, là, il y a 1 seconde et demie, 2 secondes, 3 secondes, je sais plus. Donc ça fait quoi? Ça fait 70, 60. Vous voyez, là, il a enlevé il a enlevé de manière un peu rapide le réverbère, donc évidemment il a disparu, mais à la place, comme s'il y avait un miroir à la verticale, c'est pas très joli, ça clignote un peu dans tous les sens. Grâce à cette techno que nous montre cet ingénieur qui était sur scène, eh bien en fait, une fois qu'on a détouré le réverbère, en un clic et quelques fragments de secondes plus tard, on va avoir une image totalement impeccable, comme si voilà, donc le réverbère, là, vous le voyez, il est là. Et normalement, quand il va cliquer, attention, vous êtes prêts? 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 Retenez votre souffle. Vous êtes prêts? En une fraction de seconde, j'ai dit. Attention. Hein. C'est une belle démo Adobe. Hein. C'est que là, il est en train d'expliquer un truc que, évidemment, j'ai pas le retour audio au bon niveau, donc je ne sais plus exactement ce qu'il est en train de dire. Mais en tout cas, voilà, c'est le moment magique. Il est là. Je vous tiens en haleine. Et attention. Il After Effects, par contre. Oui, oui, bien sûr, on n'est pas dans Photoshop là. Donc voilà, là, on a eu donc le avant. Avant c'était moche et on voyait que c'était pas satisfaisant. Et là, après, grâce à cette nouvelle techno, voilà, j'espère qu'on va y arriver avant que ça coupe, surtout parce que dans une grosse minute, il faut qu'on ait fini. Normalement, j'avais calculé mon coût. Hein. Non, mais c'est bien. Moi, ça devrait être bon. Je suis juste un peu déçu parce que bon, ok, le réverbère, ok. Moi, je pensais qu'il allait faire disparaître le pont. Oui, là, on voit le calque. Voilà, on pourrait faire disparaître le pont. Je vais pas vous lâcher avant qu'on ait vu quand même. Je sais que vous êtes. Vous retenez votre souffle. Non, là, c'est bon. Voilà, là on le voit. Là. À gauche, il y a le détour. Voilà. Effectivement. Vous voyez bien que le lampadaire, le réverbère a complètement disparu. Et bonjour la déformation du réel. Hein. Ils ont pas à mettre que c'est modifié avec Photoshop. Hein, voilà. Et alors, je n'aurai pas le temps de vous montrer la deuxième démo. Peut-être qu'on verra juste le début, mais on verra pas le résultat, donc ça va être hyper frustrant. Ça se passe dans un parc naturel aux États-Unis. Il y a un couple qui se balade et qui passe devant la caméra. Et ben, ce couple, on va pouvoir le faire disparaître totalement. Ouais, ce couple-là, il va disparaître totalement comme s'il n'avait pas existé.
on se retrouve avec la même vidéo, le même mouvement de caméra, sauf que les deux amoureux là, ils ont disparu, et ça aussi, ça se fait quasiment en un clic. Le Balkany qui va disparaître et hop. Voilà. Pardon. Vous savez quoi, il a fait disparaître le truc rose là. On va finir sans générique. Je suis pas sûr qu'on arrive à voir le résultat. Si ce n'est pas le cas, je vous le montrerai la semaine prochaine. On se retrouve mercredi prochain, 24 heures. Voilà, ça a disparu. Hop, voilà, comme par magie. Et nous aussi, on se retrouve mercredi prochain, 20h sur Watch, pour un nouveau numéro d'iWeek. Salut à tous, merci les gars, et très bonne soirée. Les programmes continuent. Ciao, bye bye.